moi, j'ai toujours été fortement orienté création de valeur, donc c'est ma culture. La technique pour la technique m'intéresse peu finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'impact. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSAS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Donc bonjour à tous, merci encore d'être là présent sur ce podcast. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir Grégory du groupe Verona, DSI qui va se joindre à nous pendant une demi-heure. Salut à toi Grégory. Salut Bertrand et merci pour ton invitation. Bon, super Grégory, on va commencer dans le vif du sujet. Présente-toi, présente-nous rapidement le groupe Verona et ton poste et ta prise de fonction. Ouais, donc je suis Grégory Six, le DSI du groupe Verona. Moi, j'ai 41 ans et je suis l'heureux papa de 4 enfants. Donc, je travaille pour le groupe Verona depuis 2 ans et demi environ. Et c'est un groupe qui adresse le marché du fitness à travers deux marques principales, deux marques B2C. Neoness, qui est la marque historique, et qui sont des clubs de fitness généralistes, et Épisode, qui est un nouveau concept qui a été lancé il y a environ 3 ans et qui est positionné sur un créneau premium avec des studios. Donc, c'est à peu près 400 salariés et une quarantaine de clubs en France, répartis majoritairement en Île-de-France quand même, parce que c'est le foyer historique du groupe. Et l'autre particularité, c'est que ces 40 clubs, on les possède en propre. Il n'y a pas de système de franchise, c'est vraiment des filiales. D'accord, ok. Et donc toi, tu es DSI de la structure depuis 2 ans et demi. Et, Ouais, et DSI dans le groupe Verona, ça consiste en quoi? ouais, j'ai oublié de dire un truc, c'est aussi qu'on a lancé deux autres services, mais on aura le temps d'en reparler, au sortir du premier confinement. C'est-à-dire que comme on a été pas mal touché en fait par la crise Covid, puisque nos clubs ont été fermés. On a sorti deux offres digitales, Neoness Live et Épisode Live, euh, pour fournir un service de fitness en streaming et vidéo à la demande. Et la DSI du groupe Verona, c'est 10 personnes aujourd'hui, une super équipe. Et voilà, on adresse l'ensemble du périmètre du groupe. On n'est pas spécialisé par marque, mais on travaille sur l'ensemble de la chaîne. Ok. Et donc du coup, dans les 10 personnes que tu as dans ton équipe, c'est quoi les profils? Différents types de profils. Moi, à mon arrivée, il faut comprendre en fait que c'était une création de poste. Historiquement, il n'y avait pas de directeur des systèmes d'information. Les deux dirigeantes, les deux fondatrices du groupe travaillaient de manière très proche avec le terrain depuis l'origine du groupe, et elles ont constitué un comité de direction, un management intermédiaire il y a 3 ans, un peu avant mon arrivée. J'étais le dernier arrivé du CODIR. Et donc, elle bossait avec des prestataires infogéreurs et de temps en temps des consultants un peu plus seniors pour les conseiller. Donc, moi, j'ai structuré l'ensemble de la DSI, j'ai pas mal recruté, on m'a fait confiance, on m'a donné les moyens. J'ai aussi pris le virage du cloud à fond. En fait, euh, ce que j'ai porté, moi, comme ambition, c'est d'avoir plutôt des collaborateurs qui sont orientés création de valeur. Donc, je voulais pas avoir trop de profils qui sont là pour gérer des infrastructures. Aujourd'hui, il y a tellement de services très accessibles dans le cloud qu'on n'a plus besoin forcément d'avoir beaucoup de compétences d'administration système et réseau. Donc, j'ai plutôt positionné les collaborateurs sur des postes de product manager et sur de la data. Ok, donc là, tu es vraiment sur une vision. Le groupe Verona va s'appuyer sur des services existants des SaaS que nous allons intégrer, plugger, voire des fois créer nos propres projets, mais avec des ressources externes. Ouais, aujourd'hui, on travaille beaucoup, beaucoup avec de l'externe. Donc, c'est pas forcément une stratégie volontairement long terme, je pourrais dire.
On se pose un certain nombre de questions sur de la réinternalisation sur des produits spécifiques et sur des marques, une partie de nos marques. Mais c'est vrai que historiquement, il y avait déjà beaucoup d'externes et on est resté un peu sur ce modus operandi là. Ok, donc product owner et product manager, bien sûr. Et aussi, donc tu parlais de data, ça Ouais. m'intéresse. Quel type de personne, pourquoi, dans quelle vision? Ouais, aujourd'hui, on a un data engineer et un data analyst. Donc, c'est un nouveau pôle que j'ai créé à mon arrivée. En fait, il n'y avait pas d'exploitation véritable de la data au sein du groupe. Donc, c'est un vrai changement de culture. J'ai identifié ça assez vite à mon arrivée parce que j'ai constaté qu'ils avaient la chance de posséder toutes les datas historiques du groupe. Donc, plus de 10 ans de données sur les clients, les prospects, les produits, les ventes, voilà, les passages en club. Ce qu'on appelle les passages en club, c'est quand les gens scannent leur carte pour rentrer dans nos clubs, Mhm. etc. Donc, beaucoup d'historique de data, mais pas du tout exploité, ni en termes de reporting, ni prise de décision, ni prospective, ni en termes de marketing relationnel. Donc, c'est ce qu'on a mis en place collectivement à mon initiative, mais évidemment, c'était une démarche très collective et partagée au sein du groupe. Donc, on a déployé un data lake dans Azure et structurer deux approches à partir de cela. Une approche plutôt orientée BI. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule réunion qui se passe sans qu'on utilise notre dashboard. Donc ça, c'est une vraie réussite, je trouve. Donc, prise de décision éclairée à la lumière des datas qu'on peut sortir. Aussi de plus en plus de prospectives et des analyses ponctuelles qu'on peut nous commander. Et puis l'autre versant, c'est le marketing relationnel, donc vision 360 des clients et plugger derrière notre infrastructure data dans le cloud, un outil de marketing relationnel qui permet de pousser le bon message au bon segment, au bon moment, via le bon canal, puisqu'on on est capable de faire du mail, du SMS ou du push notification, par exemple. Ok, donc là aujourd'hui, tu dis que tu as la maturité du groupe Verona sur l'analyse des données et à un niveau où l'ensemble des décisions peuvent être prises avec une autonomie dans la compréhension de ces données sans avoir à demander des rapports qui arrivent dans un mois ou dans 2 mois, quoi. Ouais, clairement, chaque département ou chaque utilisateur a les datas dont il a besoin pour travailler. Et puis, en fait, c'est un processus évolutif, hein. Ça évolue tout le temps. On a des nouvelles demandes, et ils sont partie prenante en fait de ce processus-là. Et puis là, ce qu'on déploie, mais malheureusement, nos clubs sont fermés, donc on aimerait pouvoir le tester en conditions réelles, mais on déploie un algo de prédiction du churn. Donc, le churn, pour ceux Bien. qui ne connaissent pas, c'est que nous, on est sur un modèle économique à base d'abonnement. Et d'ailleurs, c'est le contexte métier le plus complexe que j'ai eu à adresser dans ma carrière. Dans ta Et jeune donc, carrière, Grégory, tu as dans ma 41 ans, jeune ne carrière. vieillis pas. Et, et en fait, l'enjeu, c'est évidemment de retenir les gens qui restent avec nous le plus longtemps possible. Et le churn, c'est quand ils nous quittent, malheureusement. Et en fait, en s'appuyant sur toutes les datas historiques qu'on peut avoir, on a réussi à avoir un algo qui prédit qu'un client va nous quitter le mois prochain. Et de manière très fiable. Euh, Par et, euh, curiosité, le volume de données qui a été nécessaire pour avoir un modèle prédictif fiable, c'était quoi? En fait, au départ, on s'était dit, alors déjà, il y a deux approches. Il y a soit l'approche black box, j'appelle ça comme ça, mais qui aurait pu nous fournir un algorithme très précis, mais sans corréler avec une réalité business. C'est pas ce qu'on a retenu. Voilà, on aurait pu avoir des taux de performance, je sais pas, de 97% sur la prédiction du churn, mais sans pouvoir l'expliquer et le corréler à une dimension business. On a choisi une autre voie qui était plutôt de partir en fait d'hypothèses sur est-ce que la régularité, la fréquentation elle a un impact sur le churn, est-ce que le type d'abonnement, est-ce que telle ou telle option, ceux qui font des cours collectifs ou pas, etc. Et donc on a plutôt choisi une approche vraiment orientée business avec des bonnes performances. Mais au moins, en fait, quand on fournit maintenant le score à notre équipe marketing, en fait, ils ont une explication qui est corrélée. Et donc, ils savent que ce client, il a 87% de chances de nous quitter le mois prochain pour telle raison.
Et en fait, eux peuvent activer une toolbox en fonction de la valeur de ce client, parce qu'on les segmente aussi par valeur. Et on peut dire, ce client-là, il est très important pour nous parce que voilà, son panier moyen, sa lifetime value a telle et telle valeur. Et donc, voilà, ce qu'on est prêt à faire pour essayer de le conserver, je sais pas, ça peut être lui offrir une séance de coaching individualisé, ça peut être tout un tas d'autres choses. Et donc, on arrive à corréler ça à une vraie dimension business. Ok. Donc, Et, mais tu m'as pas répondu sur le volume ouais, je du t'ai pas projet. répondu, j'allais y venir. Sur le volume. En fait, au départ, on avait pensé qu'il faudrait un gros volume de données. Et finalement, en testant les algos, différents types d'algos, on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était les 6-8 derniers mois. Et finalement, qu'on n'avait pas besoin de s'appuyer sur 10 ans d'analyse de comportement pour pouvoir prédire le churn. En fait, ce Ok. qui est déterminant, c'est les 6-8 derniers mois Ok. de Tu as fait procédure. ça quoi, avec Dataiku ou avec fait maison? Non, c'est fait maison. Et là, on est en train de déployer cet algo voilà, dans notre modèle dans Azure. Et en fait, on a testé nos hypothèses après sur des données réelles et on a rejoué nos hypothèses. Mais par contre, comme les clubs étaient fermés, là, 6 Ouais, t'as mois pas pu pour l'année tester. 2020, on n'a pas pu le tester en production. Et donc, on a hâte que les clubs rouvrent pour pouvoir utiliser cette nouvelle arme. Ok. Très clair. Si on vient sur le champ organisationnel dans le gouvernement, donc toi, tu es dans le comité de direction, Oui, tout à fait. ok, qui est constitué de 5-6 personnes. Un peu plus maintenant, parce qu'il y a eu des nouveaux entrants, notamment du fait des nouveaux services qu'on a lancés, les services digitaux. Donc, je crois qu'on est 8. D'accord. Et donc, du coup, DSI, création de poste, tu t'es positionné directement comme IT Business Partner, vraiment moteur de la transformation digitale de la boîte. Et donc, du coup, les autres personnes du comité de direction t'ont directement vu comme un partenaire, non? Ouais, et c'était très attendu. En fait, il y avait une image un peu vieillotte en fait de la direction des systèmes d'information, même si elle n'avait pas de réelle consistance avant mon arrivée, parce que ce n'était pas un département à proprement parler, mais en fait, l'image que ça renvoyait, en fait, c'était une image de complexité. Voilà, c'était quand il s'adressait soit aux personnes en interne ou aux différents prestataires mobilisés, en fait, il y avait une sensation de non-fluidité et de complexité. Et donc, nous, on a travaillé beaucoup avec l'équipe sur d'une part, l'image qu'on voulait renvoyer, mais surtout, en fait, le positionnement qu'on voulait avoir. Et moi, j'ai toujours été fortement orienté création de valeur, donc c'est ma culture. La technique pour la technique m'intéresse peu, finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'impact. Donc, j'ai aussi transmis ça aux équipes et puis j'ai recruté aussi des profils en fonction de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'image, elle est bien meilleure et on est évidemment un business partner. Ok. Et dans ta com, donc il y a des produits que tu as lancés, du coup, de ce que j'ai compris, et toi, dans tous les cas, c'est toi qui as été qui a pris le lead dessus parce que ben, le Covid oblige, il a fallu créer des produits online. Comment ça s'est passé? Comment la structuration du produit s'est passée? Tu peux nous raconter un peu? Ouais, alors c'était sport, sans mauvais jeu de mots, parce que faut se remémorer un peu. C'est déjà il y a presque un an. Donc on a dû être confiné, je sais plus, du 15 mars, un truc comme ça, jusque mi-mai. Et là a émergé l'idée, notamment dans la tête de nos dirigeants, voilà, de passer le pas de la transformation digitale à haute vitesse. Et on avait pour ambition de lancer des offres digitales avant l'été, avant le 14 juillet, en fait. Donc, t'imagines qu'entre le 15 mai et le 15 juillet, ça fait peu de temps pour lancer deux offres comme celle-là. Après, il y a des cultures différentes en fonction des marques. Neonest, c'est la marque historique du groupe qui a 10 ans, très structurée. Voilà, la majeure partie des troupes fait partie de la marque Neonest. Nous, à la DSI, on travaille, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur l'ensemble des marques du groupe, mais au sein du groupe, il y a des gens qui sont évidemment spécialisés par marque. Bien sûr. Et épisode, ça s'est développé plutôt comme une sorte de start-up interne avec sa propre équipe et avec
avec une culture en fait produit différente. Donc en fait, il y a eu deux processus parallèles qui se sont lancés. Sur épisode, ils ont cherché à lancer le plus rapidement possible une offre. Donc, on a fait ça en mode le plus léger possible et avec le plus petit budget possible, donc en mode MVP, si tu veux. Mhm. C'est plutôt la culture côté épisode. Donc, ça s'est fait. Et puis, c'est aussi lié au format en fait, des cours donnés par épisode, puisque c'est des cours collectifs en petits groupes. Et donc, la techno choisie, c'était du Zoom. Et puis, pour tout ce qui était VOD, c'était l'intégration de Vimeo sur le site web d'épisode. Donc, un déploiement léger et très rapide. Par contre, Neoness, voilà, il y a beaucoup plus de moyens qui ont été mis. Il y a un studio de cours collectif de l'un de nos clubs qui a été transformé en quasi-studio télé. Voilà, 4 caméras, un mur d'écran LED à l'arrière, une régie vidéo, etc. Et puis un développement from scratch d'une plateforme de streaming avec des partenaires externes. Donc voilà, deux approches totalement différentes, mais très intéressant de comparer un peu les deux. Et dans un délai de dingue, parce qu'on fait ça en à peine 3 mois. D'accord. Et donc, du coup, là, tu es vraiment monté sur le côté produit et sur l'assemblage de briques comme une startup fait pour pouvoir apporter la valeur le plus rapidement possible et tester ce service au final. Ouais, mais finalement, cette culture-là, elle était déjà présente vraiment dans la boîte. Donc, autant il n'y avait pas de DSI avant, mais autant il y a toujours eu une culture, et ça vient notamment des deux fondatrices, hein, une culture voilà, de la vitesse, une culture de trublion aussi, parce que Neoness, c'est l'acteur qui a un peu bougé le marché, un peu comme Free à l'époque sur la téléphonie mobile. Donc, c'est les D'accord. premiers à avoir fait du sans engagement, tu vois, ça n'existait pas, et aussi à casser un peu les prix parce que si tu reviens 10, 15, 20 ans en arrière, faire du fitness, ça coûtait très cher. C'était, je sais pas, entre 600 et 1000 euros par an. Et donc, c'est les premières à être arrivées avec un modèle où tu payes, tu crées ton abonnement à la carte. Il n'y a rien d'obligatoire, tout est optionnel et très accessible et sans engagement. Et donc, D'accord. il y a toujours eu cette culture-là, trublion. Et ça se ressent au quotidien, y compris sur les ambitions, sur les projets et sur les produits. Donc, Ça il y doit a être top beaucoup de d'énergie. travailler, ça doit être top de travailler avec dans cette culture-là, du coup, parce que vous avez quand même, il y a quand même 400 salariés, il y a une volonté de pas de casse à marché, mais dans tous les cas secouer un marché, plus une culture d'exécution forte, c'est top. Ouais, clairement. C'est ce qui m'a séduit, moi, d'ailleurs, parce que je préfère évidemment ça qu'une boîte où on s'ennuie. Après, le travers, la difficulté, c'est comment prioriser nos sujets. Moi, j'ai travaillé dans des sociétés auparavant où ça m'est déjà arrivé d'être assez esselé dans ce type de profil, c'est-à-dire l'avoir envie de vraiment pousser, de porter du changement, d'avoir de l'impact. Et donc, mon rôle, parfois, ça a été de tirer un peu les autres ou de faire beaucoup de conduite du changement. Là, c'est un peu inversé parce que finalement, on est très, très nombreux, c'est même un critère de recrutement. On est très, très nombreux à être moteurs. Il y a des idées qui sortent de partout. Tous les membres du CODIR ont été à un moment donné ont eu des aventures entrepreneuriales. Donc, tu vois bien le type de profil dont je suis entouré. Et donc, notre principal enjeu, finalement, en fait, c'est par quoi on commence, comment on se structure, comment on priorise. Et c'est vraiment ça notre enjeu principal. Ok, donc là aujourd'hui, tu me parles, ben, c'est super, là tu parles d'un jeu. Ton enjeu à toi, c'est la priorisation des projets. Ouais, clairement. Clairement, parce que voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Comment tu t'y prends du coup pour prioriser? Alors, au départ, ça n'a pas été simple. Moi, j'ai identifié ça très vite à mon arrivée et je me suis dit, waouh, il y a une montagne de travail, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de demandes. Comment on va adresser ça? Et j'ai assez vite compris, mais aussi parce que j'avais pas
pas la prétention de pouvoir régler ça tout seul. J'ai assez vite compris qu'il fallait qu'on ait des discussions, notamment avec les dirigeants, puis au niveau codir, de comment on se structure tous ensemble pour adresser ce volume important euh, de de projet, projets. bien Et, sûr. et on l'a travaillé tous ensemble. Donc, c'est passé par plusieurs étapes. Dès 2019, en fait, on a commencé à organiser en fait tous les sujets importants. Je dis pas projet exprès parce que c'est pas forcément que des projets, mais c'est des sujets, et les structurer, les regrouper un peu sous forme d'objectifs trimestriels. Alors c'était balbutiant, c'était une première étape, mais au moins ça a permis de guider un peu les choses et d'avoir une première forme de priorisation. C'est-à-dire qu'on a regroupé les sujets par objectif. Tu vois, ça pouvait être efficience opérationnelle, par exemple, et regrouper tous les projets d'efficience opérationnelle. On avait un sujet de relaunch de la marque Neoness qui changeait un peu d'approche. Donc, tous ces projets, on les a regroupés ensemble. Et voilà. Et donc, ça nous a permis ça d'avoir, voilà, de se coordonner collectivement et puis d'avoir chacun une grille de lecture pour la priorisation des sujets. Donc, vous avez mis des thématiques, hein. Ouais. Dedans, vous mettiez des projets, Mm. thématiques, on va dire, par objectif, quoi. Ouais. C'était un peu vos OKR. Ouais, mais on ne prononçait pas le nom à l'époque et on n'y associait pas forcément de vrais OKR. Tu vois, Ouais, bien sûr. Mais derrière efficience opérationnelle, on ne mettait pas forcément un réel objectif qui aurait pu se mesurer. Néanmoins, il y avait une thématique forte à tous ces projets. ben ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Alors, j'ai plein de questions. On n'aura pas forcément tout le temps pour en parler, mais ça m'évoque plusieurs choses. Premièrement, l'efficience opérationnelle aujourd'hui, c'est un peu quand même la grande oubliée de la transformation digitale, dans le sens où, objectivement parlant, les gens mesurent pas un ROI parce que ils disent, ben, si on réduit le temps de nos collaborateurs, ils Ouais. n'arrivent pas directement à dire, mais c'est ce temps-là gagné va nous donner une valeur supérieure sur d'autres tâches. Et c'est Mm. toujours compliqué d'avoir ces discussions-là. C'est le premier point. J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Et le second, c'est, tu parlais donc du coup de priorisation. Donc, tu m'as parlé, en fait, tu m'as donné une réponse d'une méthodologie, c'est-à-dire on met des thématiques et des objectifs, on met des projets et on s'organise ensemble, on tranche ensemble, ou dans tous les cas, on est un collectif de décisionnaires. Par contre, tu m'avais dit juste avant que toutes les réunions étaient porté par la data, ou dans tous les cas accompagné avec la data. À quel moment donné, la data vient dans cette priorisation? Par exemple, je ne sais pas, moi aujourd'hui, ce que je vois sur les projets, quand c'est des projets transverses IT Business Partner, le nombre de jours hommes évalués pour ce projet-là, le ROI potentiel sont par exemple des données clés pour savoir si oui ou non le projet est prioritaire. Mais Ouais. comment tu t'y prends sur ces deux questions? Alors, sur la partie efficience opérationnelle, la grande oubliée en général, oui, effectivement. Nous, ça n'a pas été le cas. On en a fait un thème dédié parce qu'il y a de grands enjeux, à la fois au siège, mais aussi dans nos clubs. Donc, la particularité de notre activité, du coup, c'est que le gros des troupes, il n'est pas au siège pour nous, il est dans nos clubs. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, on a 40 clubs. Euh, donc, il y a un enjeu, en fait, communication et efficience opérationnelle globale. Donc, c'est quelque chose qui est clairement adressé. Bon, je donne un exemple très simple parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais on, on a eu la chance juste avant le premier confinement d'avoir terminé en fait notre migration à Office 365. Et heureusement qu'on l'avait fait parce que dès qu'on a été confinés et qu'on s'est retrouvés tous en télétravail, etc., ben, on a été efficace tout de suite. Donc, ça passe aussi par des choses comme ça qui sont plus classiques. Mais en fait, chez nous, en tout cas, l'efficience opérationnelle est un sujet présent et priorisé. Je ne vais pas dire autant que les sujets purement business, parce qu'on est une boîte vraiment focus business, mais ça fait partie des sujets qui ont de l'importance et qu'on adresse, en fait. Ok, très clair. Après, par rapport à la data dans la priorisation, puisque c'était ta deuxième question, à l'époque, dont je te parlais juste avant, là, à 2019 notamment, où on a commencé
à organiser les projets par grandes thématiques ou par grands objectifs. On était au tout début du déploiement de notre infrastructure data, donc c'était pas rentré du tout dans notre manière d'appréhender en fait les sujets. Donc, je préfère être honnête. On n'a pas tenu compte à cette époque-là de la data dans la priorisation. Ce qui est totalement différent aujourd'hui, sur toute l'année 2020 et maintenant encore. Aujourd'hui, la data, elle est prépondérante. Ok. Donc du coup, aujourd'hui, quand vous avez la liste des projets qui sont inclus dans des objectifs, Mm. chaque projet va être évalué en fonction de quelles données, par exemple les données un peu génériques. Ça peut être si on est sur un projet une nouvelle offre, par exemple. Mhm. On a la possibilité en fait d'évaluer si ça vaut le coup de lancer cette nouvelle offre ou pas en faisant des hypothèses et des simulations, en fait, par exemple. D'accord. Donc vous faites des simulations avant, vous allez chercher des données qui pourraient, oui ou non, valider ou pas vos hypothèses, et ça Ouais, rentre comme dans. je sais pas, ça peut être l'ouverture d'un nouveau club aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait en fait simuler en fait le chiffre d'affaires d'un futur club et même, bon, ça, on ne l'a pas fait directement, mais on pourrait simuler en fait le- l'implantation d'un club à un endroit ou à un autre, par exemple. D'accord. Donc ça, vous êtes en capacité de le Ah, faire, et on sera en c'est. capacité de le faire. Ouais. Ok, d'accord. Top ça. Et ok, d'accord. Donc aujourd'hui, vous avez ces projets-là. En général, sur les projets, ils passent tous par le comité de direction. Ce comité de direction-là, il statue sur les projets quoi, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Alors, non, il passe pas aujourd'hui par le comité de direction, même si ça va changer dans un avenir proche. La première étape de structuration qu'on a eue sur les projets là a fait que on a fait de notre DRH un PMO. En fait, c'est notre DRH qui a pris cette casquette-là et qui a été le référent auprès des deux fondatrices pour structurer la démarche projet globale du groupe. Euh, et du coup, ça passe par un organe qui est un peu différent du comité de direction, en tout cas jusqu'à maintenant. Et là, on est en passe de changer un peu cette organisation et de partir sur quelque chose. Tu parlais d'OKR tout à l'heure. Donc, sans trahir de grands secrets, ce qu'on prépare là pour l'année, pour début 2021, c'est une nouvelle organisation qui va prendre en compte ces éléments-là et qui va faire aussi du comité de direction un organe de pilotage et de priorisation globale. Ouais, mais c'est typiquement là ce que d'autres DSI de groupes américains qui sont un peu plus en avance, j'ai l'impression, sur une organisation saine où l'IT est vraiment business partner. Mm. Et en gros, ils disent il faut pas avoir un autre comité de direction sur les projets transverses numériques. Ouais. Ça fait partie de la même gouvernance, sinon ça crée des doublons, ça crée une non-capacité de décider. Et donc, du coup, ça va à l'échec. Et tous les projets qui touchent tout le monde, il faut qu'ils soient présentés et priorisés ensemble, et pas priorisés par juste la DSI ou par une personne, parce que ça va créer des problématiques après de gouvernance assez fortes. Ouais, c'est ça, et c'est le phénomène qu'on avait avant, c'est-à-dire que en fait, comme les sujets étaient un peu adressés en silo et qu'il y en avait beaucoup, en fait, nous, on devenait le goulot d'étranglement parce que en fait, il y avait pas de gestion des interdépendances, pas de gouvernance globale, et ça posait beaucoup de problèmes. Donc, on est en partie sorti de ça, et là, ce dont je peux te parler aussi, c'est que cette semaine, j'ai finalisé la présentation auprès de mes collègues du CODIR d'une nouvelle organisation de la DSI, mais qui finalement a un impact global sur le groupe, puisqu'on devient une direction tech et produit. Finalement, mon rôle se transforme plutôt tout comme le DRH est devenu à une double casquette PMO, moi, CTO, je vais avoir une double casquette Chief Product Officer aussi. Et donc, on va avoir une double approche qui va être d'un côté une approche projet et de l'autre une approche produit, mais qui vont s'interconnecter. Ok, non, mais ça paraît dans tous les cas extrêmement cohérent et pragmatique pour
pour éviter les erreurs qu'on connaît de silos, de gouvernance. Ouais, exactement. C'est vraiment ça l'enjeu. Plus de fluidité. Et puis aussi, l'autre objectif, c'est de concevoir des produits bien meilleurs parce qu'on aura une approche vraiment beaucoup plus centrée sur les utilisateurs. Et quand je dis produits et utilisateurs, je parle aussi bien de produits à vocation interne que de produits à vocation externe pour nos clients, quoi. Bah oui, clairement, non, clairement. Et ça, cette organisation, ou dans tous les cas, cette réflexion d'organisation, ça a été, vous vous êtes inspiré de certaines entreprises. Qu'est-ce qui vous a drivé pour arriver à ces conclusions? Bah, en fait, c'est une longue histoire. Alors, ça vient d'une réflexion que j'ai eue cet été pendant mes vacances. C'est un peu le moment où tu te poses, tu décharges un peu le stress, tu prends un peu de hauteur. Et en fait, j'ai souvent cherché le modèle dans lequel on pouvait s'inscrire. Mais pas qu'au groupe Verona. En fait, moi, j'avais une problématique en tête depuis, je sais pas, je pourrais presque dire depuis 10 ans. C'est quel est le rôle du DSI dans les nouvelles organisations. Et j'ai souvent on a souvent essayé d'opposer CIO avec le Chief Digital Officer, qui doit prendre le lead sur ces sujets. Est-ce que c'est le market? Est-ce que c'est la DSI, etc. Et finalement, moi, j'étais rentré un peu là-dedans. Je me disais, en fait, moi, j'adore créer de la valeur. Je suis vraiment orienté aussi j'ai une appétence forte pour le design. J'aime bien les sujets marketing, mais je ne suis pas non plus un directeur marketing, évidemment. Donc, comment je peux résoudre ce problème-là, à la fois pour moi, mais aussi pour les entreprises pour lesquelles je bosse, parce que finalement, l'enjeu, c'est vraiment de créer de la valeur. Et j'ai pas honte de le dire, mais j'en ai pris conscience vraiment que cet été, que la clé, en fait, c'était pas tellement opposer SI et digital, mais c'était plutôt de transformer la DSI en direction produit. Et ouais, j'ai eu le déclic cet été. Et du coup, moi, comment je fonctionne quand c'est comme ça, en fait, je peux avoir une intuition comme celle-là, mais ce que je fais généralement, c'est que j'achète tous les bouquins sur le sujet, je lis, je m'abonne à toutes les newsletters possibles, je suis tous les comptes Twitter. Voilà, j'ai une veille très structurée, donc je lis énormément. Et donc, j'ai lu tout ce qui pouvait se dire sur ces sujets d'organisation, orienté produit, etc. Et je me crée mes propres convictions après à partir de ça. Et à l'issue de l'été, là, où j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, je m'en suis ouvert à la fondatrice à laquelle je suis rattaché, et ça a eu beaucoup d'écho chez elle. Et après, on a été plus loin voilà, dans la conception de cette organisation. Moi, je l'ai travaillé notamment avec mon adjoint. Et on a été présenter ça aux deux fondatrices et au DRH. Et ça a eu beaucoup d'écho, on a eu énormément d'écoute. Et finalement, en fait, c'est apparu pour tout le monde comme une certaine évidence que c'était la clé en fait pour résoudre les derniers soucis de performance qu'on pouvait avoir, en fait. Ok, c'est hyper intéressant. Donc, c'est aussi ça, hein, t'as eu une durée d'incubation de tous les enjeux. Ouais, c'était très long. Et puis, à un moment donné, du temps pour toi, plus une capacité d'apprentissage forte. Et là, du coup, ça devient une évidence de la structuration, Ouais, la direction dans laquelle il faut aller, quoi. exactement. Et j'ai partagé ça à l'ensemble du quotidien cette semaine, et l'écho, il a été très bon. Voilà, je n'avais pas de certitude là-dessus, en fait, parce que ça, ça, ça redimensionne un peu les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et il y a un peu d'impact aussi aux ressources humaines sur des profils qui vont être déplacés à la DSI. Mais ça a été très, très bien accueilli, très positivement. Et je pense que c'est finalement une évidence pour tout le monde, que Non, mais c'était c'est la top. bonne chose à faire. Super, Grégory. Bah, écoute, merci pour ton temps, merci pour toute cette transparence et aussi ce partage. Je pense que ça va intéresser énormément nos auditeurs. C'est top de voir aussi différents degrés de maturité, différentes histoires. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.